Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux pour cette soirée. Je me souviens encore avec Véronique, notre première séance des conversations en langage où nous étions une grosse poignée, disons. C'était déjà un médecin qui était intervenu parce que l'Institut Langage, alors vous savez que dans les universités il y a des facultés, mais pour tout ce qui concerne l'enseignement, mais nous avons aussi des instituts qui coordonnent la recherche et dans ces différents, parmi les 10 instituts de l'Université de Mons, il y a un institut autour du langage qui essaye de rassembler les chercheurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont un lien avec la langue et le langage de manière assez large. Il y a une centaine de chercheurs qui viennent de facultés très différentes, puisqu'il y a la faculté de traduction et d'interprétation, mais aussi la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Il y a également la médecine et la faculté des sciences. Et si on s'occupe de recherche, il nous semble aussi extrêmement important de diffuser la connaissance au sein de l'université et en dehors pour un public plus large, pour amener une discussion et une réflexion. Et c'est dans cet état d'esprit qu'avec Véronique et Catherine, nous avons créé le cycle de conférences, de conversations, où aujourd'hui nous allons écouter Jean-Arthur Micouleau-Franchi, qui est psychiatre à l'université de Bordeaux et qui là-bas a créé un diplôme universitaire en philosophie et épistémologie de la psychiatrie et un autre en médecine narrative. Vous voyez tout de suite comme la question du langage révèle de l'importance pour lui, et il va nous en parler aujourd'hui, pas uniquement du langage, mais notamment de cette question du langage en lien avec la physiologie dans les maladies psychiatriques. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Nous aurons ensuite le temps d'échanger ensemble et il y aura à la suite de ça un verre qui vous sera offert. Voilà. Merci beaucoup Anne, et je suis très heureux d'être avec vous toutes et tous aujourd'hui à Mons pour découvrir cette ville et découvrir cette université, puisqu'on a des liens du coup d'intérêt mutuel et d'échange sur les aspects de la psychiatrie. Alors moi je viens de Bordeaux, je travaille au CHU de Bordeaux en médecine du sommeil et en recherche dans une unité CNRS, et je suis professeur de physiologie. En fait, j'ai cette double casquette d'être à la fois psychiatre et professeur de physiologie. Et en fait, j'ai pas choisi le logo de la présentation d'aujourd'hui, mais ça tombait bien parce qu'effectivement, on va essayer de parler de la langue et du cerveau. Et dans la photo qui a été choisie pour la communication autour de cette présentation, on voit un cerveau sur la langue, enfin en tout cas une langue représentée par un cerveau, et ça me semble une bonne introduction pour ce que je vais partager avec vous sur cette heure, et qu'on puisse ouvrir à la discussion ensuite sur la thématique de la manifestation psychiatrique. Donc je suis allé voir aussi le Mumons, le slogan dessous c'est science, art et curiosité. Donc j'ai essayé de tisser ma proposition autour de ce triptyque science, art et curiosité. Alors comme je suis en Belgique, je me suis dit il faut commencer par
En français, on se dit que la Belgique, on pense tout de suite à Tintin et Hergé. Et à l'étoile noire de Tintin, où les premières illustrations commencent, où il y a cette étoile menaçante qui arrive et qui réchauffe la planète. Et deuxième ligne, il dit « Oh, dis donc, Milou, regarde cette grosse étoile ». Et il dit « Laquelle? C'est extraordinaire, voilà qu'il y a une étoile de plus dans la Grande Ourse ». Et Milou, raccroché au réel, dit « Oh, où vois-tu une ours à présent ?» Vous voyez, il y a un malentendu sur l'ours, la Grande Ourse, etc. Une étoile de plus dans la Grande Ourse, je n'en reviens pas. Tu sais, Tintin, il y a des millions et des millions d'étoiles, alors une de plus ou une de moins. Voilà. Donc pourquoi je pars sur ça? Parce qu'en fait, on passe rapidement sur cette slide où il y a en fait une sorte d'inversion, où en fait, Tintin voit la Grande Ourse dans le ciel, et Milou se demande où est l'étoile dans sa tête. Et en fait, ça, c'est une inversion qui est intéressante, où l'étoile, la nouvelle étoile, devient celle du monde à celle d'une étoile mentale. Alors, j'ai emprunté ça, du coup, à William Marx, qui, dans cet ouvrage des Nouvelles Étoiles, nous dit que les étoiles nouvelles, vues par Milou, sont en fait des étoiles mentales. L'étoile nouvelle ne brille que pour ceux qui veulent bien lui prêter leur attention. Et en fait, quand on essaye de penser le cerveau et la langue, il y a bien cette idée de penser le lien à travers ce qui pourrait être une écologie mentale, ou en tout cas, ce qui pourrait être celle d'une étoile qui soit d'ordre mental. Et vous voyez, cette inversion, cette articulation que Tintin nous emmène, on va essayer de tisser cela autour de l'enjeu de la langue et de la sémiologie en psychiatrie. Parce que l'enjeu est bien d'essayer de voir comment la science peut être fictionnalisée pour pouvoir se réapproprier ce langage spécifique de la sémiologie psychiatrique. Alors, moi, je viens de Marseille, et quand on s'intéresse au cerveau à Marseille, on pense à un professeur de neurophysiologie qui a été le fondateur de l'électrophysiologie dans le champ de l'épileptologie, qui s'appelle Henri Gastaut. Et en fait, Henri Gastaut, c'est sa main là qui tient une tête réduite, et c'était un collectionneur, et on est au Mumons, j'ai pensé à un autre musée, celui de Marseille, qui est le MAOA, donc le musée de la collection d'Océanie et des Amériques. Et donc il y a une salle spécifique de ce musée d'art africain, océanien et amérindien, et il y a la salle Henri Gastaut où il a donné sa collection de têtes réduites, réduites d'Amazonie, de l'ethnie des Shuars. Et donc, on voit là sa collection. Et on voit que l'intérêt était à la fois pour le cerveau, en termes d'électrophysiologie, mais aussi pour ce qu'il y a dans la tête. Vous voyez, il y a cette articulation entre la cervelle et la tête. Quand on s'intéresse en psychiatre à la neurophysiologie, il y a à la fois le fait qu'on va, à travers la neurophysiologie, toucher à la cervelle, ce qui est le viscère, mais à la fois, à travers la neurophysiologie, à ce qu'il y a dans la tête, en termes de pensée, de mental, quoi. Et cet attrait pour le cerveau et la tête, je trouve, se voit bien dans cette collection de têtes réduites d'Henri Gastaut, que vous pouvez aller voir, c'est en accès libre à Marseille. Je vous encourage à venir à cette belle ville de Marseille, en plus de la belle ville de Bordeaux. Et je me suis dit, mais moi, pourquoi je m'intéresse à ces têtes, à ces cerveaux, pourquoi je fais psychiatrie et neurophysiologie? Alors quand on est dans une conférence assez libre comme ça, je me suis permis de mettre une autre collection où il y a une tête réduite, et je me suis dit, mince, mais en fait j'ai pensé à ça, et en fait cette collection, c'est celle de chez mon père, quoi. Donc là je me livre un peu, ouais, on se dit, waouh, putain, le pauvre. Et donc, ouais, non mais vraiment, quoi. Et je le présente là, et c'est filmé, mais je me livre un peu à vous. Et vous voyez, cette tête réduite. Et je me souviens, petit, on passait devant avec mon frère, et c'est le chemin pour aller dans ma chambre à coucher. Ouais. Et mon père disait, en fait, là, la tête réduite, les cheveux, ils continuent à pousser. Elle est encore vivante. Et je disais, voilà, avec mon frère, on était inquiets, donc on courait devant, et pour aller dans la chambre. Et après, les imaginaires poussaient fort dans le lit pour savoir ce qui pouvait se passer, tout ça. Et vous voyez, le lien avec l'imaginaire, on va le revoir, mais c'est un élément important par rapport au cerveau et à la langue dans la sémiologie. Et oui, c'est peut-être pour ça que
en tout cas pas que pour ça, mais c'est une façon de vous livrer le parcours que j'ai pu faire, à essayer d'articuler mon attrait pour le champ mental, et peut-être d'essayer de faire avec ça quand on a grandi là-dedans, et je vous livre pas tout, et de faire avec quand même rendre sociable ça, quoi. C'est-à-dire qu'il était peu probable quand j'étais petit de penser qu'un jour je puisse sociabiliser de manière valorisée mon expérience de passer devant une tête réduite quand j'étais petit. Et c'est tout l'enjeu, je pense, du fait de grandir. Alors, le cerveau en partage, quand on est psychiatre et on s'intéresse au cerveau, il y a bien sûr l'enjeu de à qui appartient le cerveau, au champ de la neurologie ou au champ de la psychiatrie. Il y a vraiment l'idée du cerveau en partage, et notamment de cette conférence et de ces travaux fondamentaux en 1943 qui sont publiés après la guerre à Bonneval, où il y a Henriet, qui est un psychiatre fondateur de l'organodynamisme, qui en fait va discuter avec d'autres acteurs sur la question de la distinction entre le cerveau vu par le neurologue qui étudierait des problématiques, des dysfonctionnements locaux et partiels, une altération des centres du langage pour le coup et une aphasie, et des altérations qui soient plus uniformes et globales, par exemple les difficultés de prendre en charge le contexte dans le langage chez les patients ou les personnes avec une schizophrénie. Et c'était ce concept qui délimitait. Mais on voit là la réédition de ce texte, Neurologie et psychiatrie. Mais quand on va voir l'édition initiale, on voit qu'il n'y a pas que Henriet qui est mis en avant. Et en fait, il y a Ajurea Guerra. Alors Ajurea Guerra, il a eu un rôle important en France parce qu'Ajurea Guerra, ça a été un neuropsychiatre qui a fondé le courant de la psychomotricité. C'est-à-dire la pensée que l'aspect incarné dans les troubles mentaux est très important à prendre en compte, et que la psychothérapie ne passe pas que par le langage, mais également passe par l'interaction et corporelle, incarnée. Et donc je ne sais pas si en Belgique il y a des écoles de psychomotricité. Moi je suis conseiller pédagogique pour l'école de psychomotricité à Bordeaux, donc c'est un élément qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant de voir dans la figure d'Ajurea Guerra, on va rebondir tout à l'heure sur l'aspect incarné, c'est ce qui a été dit de lui. Alors c'était, quand il était avec les neurologues, il leur parle de psychanalyse, quand il est avec des psychanalystes, il leur parle de neurologie, et quand il est avec des représentants des deux spécialités réunies, il leur parle de Sainte Thérèse d'Avila et des mystiques espagnols. Vous voyez, une posture qui est assez intéressante du coup, d'aller toujours faire un pas de côté par rapport au champ disciplinaire pour pouvoir créer de l'échange, de la construction mutuelle de savoir. Alors, l'expérience mystique en travaillant ces textes d'Ajurea Guerra et de Henriet, alors c'est pas une expérience mystique en elle-même, mais c'est une sorte de relation. J'étais là en train de travailler ces textes en me disant, bon, le lien, enfin c'était il y a quelques mois, entre neurologie et psychiatrie. Vous savez, il y a toujours le syndrome de l'imposteur. Quand vous êtes psychiatre et professeur de neurophysiologie, vous vous dites, est-ce que j'ai le même droit d'accès au cerveau que les neurologues, quoi. De toute façon, dans les services hospitaliers, ils vous considèrent toujours comme un peu moins légitime d'accéder au cerveau que le neurologue. Donc tu es obligé de travailler ces trucs, et au final tu te rends compte que tu découvres des choses qui sont intéressantes. Et j'étais là et j'avais ces deux livres qui sont vraiment... Cette photo je l'ai faite, c'est pas posé. Il y avait Les carnets du sous-sol de Dostoevsky et Henriet, Neurologie et psychiatrie. Et je me disais, mais c'est qui ce visage, quoi? Pourquoi il y a le même visage? Un éditeur qui met sur son livre le même... Enfin, qui met ce visage, et si c'est repris dans deux éditions différentes sans lien entre les deux, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que c'est important, ce visage. Et en recherchant, alors j'ai pris Google Photos, vous savez, on peut reconnaître automatiquement les photos, et en fait ça m'a sorti un truc qui était évident, qui sont en fait les peintures de Géricault. Et donc je vous propose de tisser là dans ces rapports entre le langage, le cerveau et la psychiatrie, ce que j'ai commencé à découvrir. Là j'avais devant le lien neurologie-psychiatrie et je tombe sur le monomane du vol de Théodore Géricault, qui était en fait travaillé par ce peintre en lien avec la psychiatrie, en lien avec Étienne Jean Georget, qui était en fait élève de Esquirol et de Pinel. Et dans un moment où Géricault allait pas très bien, il lui a donné accès à son hôpital psychiatrique et il a fait cette série des monomanes. Alors Géricault, il est assez connu pour le radeau de la Méduse, bien sûr,
Et il est également connu pour le derby d'Epsom, qui a fait grand débat dans le champ de la physiologie et de la chronophotographie du 19e siècle, parce que ce tableau était considéré par quelques scientifiques qui essayaient d'objectiver ce tableau qu'il était techniquement impossible. C'est-à-dire que les chevaux qui galopent au moment où leur patte est en extension n'ont pas toutes leurs pattes qui ne touchent pas le sol. Sauf qu'à l'époque, la photographie n'existait pas. Et donc il y avait un grand débat pour savoir si vraiment les chevaux peuvent galoper comme ça, comme Géricault l'a fait, comme si Géricault s'était trompé dans l'illustration du galop dans le derby d'Epsom. Et donc Étienne Jules Marais faisait partie du débat, c'est un physiologiste du 19e siècle, et un photographe anglais, Muybridge, fait la première chronophotographie en 1878 du galop du cheval, et il montre effectivement qu'en extension, il y a forcément une patte qui touche le sol. Vous voyez la deuxième ligne à droite, il y a une patte, et il n'y a jamais les 4 pattes en extension. Et donc, Géricault se serait trompé, la vérité d'après nature de Géricault se confronterait à la vérité d'après l'œil mécanique de la photographie, et on pourrait dire que l'artiste se trompe. Mais en fait, ce qui est très intéressant, et je dois ça à Steve de Mazeux, qui m'a dit, mais en fait, non, mais si tu vas voir Rodin, il parle de cet aspect-là. Et en fait, il nous dit, en fait, je crois bien que c'est Géricault qui a raison contre la photographie, car ces chevaux paraissent courir. Ces chevaux paraissent courir. Et cela vient de ce que le spectateur, en les regardant derrière en avant, voit d'abord les jambes postérieures accomplir l'effort d'où résulte l'élan général, puis le corps s'allonger, puis les jambes antérieures chercher au loin la terre. Donc vous voyez, il se met depuis le point de vue phénoménologique de celui voyant pour comprendre ce qui est donné à voir. Cet ensemble est faux dans sa simultanéité, il est vrai quand les parties en sont observées successivement, et c'est cette vérité seule qui nous importe, puisque c'est celle que nous voyons et qui nous frappe. Et donc moi, en tant que physiologiste et psychiatre, j'essaie de revenir à cette vérité, cette sorte de vérité en tout cas, qui est de retourner à cette expérience-là qui fait que, oui, c'est peut-être faux si on le prend dans sa simultanéité, mais vrai quand on le prend dans sa dynamique expérientielle qui est celle du cheval. Donc quand on regarde ce tableau, on voit le cheval galopant. Et en fait, on le voit peut-être plus que s'il avait mis une des pattes à terre. Et donc c'est un élément vivant du tableau qui est retransmis par Géricault et pas un élément factuel. Or, quand on touche aux soins et à la langue, c'est important d'avoir en arrière-fond toujours le fait que c'est un phénomène vivant qui nous touche. Et la ligne de force derrière cette présentation est celle de comment on fait avec le vivant qui nous déborde tout le temps. Alors j'allais dire du moule, mais ça c'est Jean-Baptiste Botul, c'est un auteur factice qui avait travaillé sur la métaphysique du mou. Alors c'est un faux texte de phénoménologie et qui dit la phénoménologie c'est comme le pâté, ça déborde toujours du moule. Et bien, en fait, quand on s'intéresse au vivant en phénoménologie, ça déborde toujours du moule aussi, mais il y a moyen quand même de tourner autour pour pouvoir aborder ce qu'il se passe. Alors, quand on revient sur le tableau de Géricault et les monomanes, en fait, je tisse comment j'ai exploré en fait ça comme les aventures de Tintin, quoi. Oh, l'étoile, et je continue le traçage. En fait, j'ai regardé les monomanes et je voyais que c'était l'enjeu de la physiognomonie. Alors, l'enjeu de la physiognomonie, c'est important, c'est l'idée qu'à travers le visage peut se révéler des caractéristiques de l'âme, des caractéristiques de la personne. Et ça, c'est un courant qui est important, alors qui avait commencé avec Aristote, mais qui a été particulièrement développé par Lebrun, qui est en fait le peintre du Roi Soleil, et qui dessinait comme ça au XVIIe siècle, c'est subjugant, on dirait la planète des singes, mais au XVIIe siècle, quoi. Voilà, qui dessinait comme ça des caractéristiques de la personne, avec des liens avec l'animalité, et pour essayer de toucher comme ça à la physiognomonie par l'apparence, quoi. Ça a été repris au XIXe siècle, et notamment par Lavater, qui essayait de voir dans son essai sur la physiognomonie destiné à faire connaître l'homme et à le faire aimer, et il nous disait que les signes très faibles des caractères intérieurs des personnes pouvaient être vus, mais vous voyez qu'on voit dans ces visages quelque chose de plus inquiétant, et Goethe disait de Lavater qu'il fait froid dans le dos.
Et effectivement, Lavater touchait à travers la recherche de caractéristiques extérieures de l'individu interne, en fait, il essaie de toucher aux caractéristiques du vice. Il essaie de toucher au vice de l'humain. En fait, son titre est très le faire aimer, mais en fait, ça touchait au vice. Et en fait, il a été un inspirateur pas mal de Gall et de la phrénologie, et ensuite de l'école italienne de la criminologie de Lombroso, qui identifiait dans des caractéristiques cérébrales la criminalité, et qui s'oppose à l'école de la criminologie psychiatrique française, de Lyon, notamment de la Cassagne, qui essayait de voir qu'il y avait des déterminants du milieu dans la criminologie et que c'était avant tout des déterminants sociaux qu'il fallait explorer plutôt que des déterminants cérébraux. Mais vous voyez, il y a toujours cette ambiguïté quand on essaye de toucher au cerveau, c'est d'essayer de où on place la vie, où on place les déterminants du milieu et les déterminants internes. Et il y a toujours à être attentif à cet équilibre, que le vivant, c'est toujours en lien avec le milieu, et être attentif à cela. Quand on s'intéresse à la psychiatrie, Lavater 1803 et 1801, en fait, on se rend compte qu'il y avait déjà des aspects physiognomoniques. Alors, dans le traité de Pinel sur l'aliénation mentale, le mot psychiatrie n'existait pas encore, donc on parle de traités médico-philosophiques sur l'aliénation mentale. Ce n'était pas un traité de psychiatrie puisque le terme n'existait pas, mais il y a 2 planches à la fin du traité, inspirées par la physiognomonie. Alors, dans une visée, pas de celle de Lavater, d'essayer d'aller toucher les vices, mais de se dire si à travers ces illustrations, vous pouvez toucher à une sémiologie du cerveau, à une sorte d'anatomopathologie quand même en psychiatrie. C'est les 2 seules illustrations qu'il y a dans le traité médico-philosophique de Pinel, et plutôt dans le champ des aberrations mentales, des démences en 1801. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gravures autour des travaux de Pinel et de la psychiatrie du début du 19e siècle étaient importantes, et on voit là Aldini, le neveu de Galvani, donc pour nous qui est un des fondateurs de la physiologie, c'est celui qui fonde un peu l'idée qu'il y a une électricité animale à côté de l'électricité mécanique, l'électricité électrique métallique de Volta, il y aurait une électricité de la patte de grenouille là, qui se ferme, et voilà, et son neveu appliquait de l'électricité sur la tête des personnes avec une mélancolie à l'époque. Et ça, c'est début du 19e siècle, 1804, on retrouve ces gravures. Donc à la Salpêtrière, on allait mettre de l'électricité comme ça sur la tête des personnes. Il y a des super descriptions sur l'impact clinique de cette électricité. Vous voyez le pont entre l'illustration, la physiologie et la psychiatrie naissante et les asiles naissants. Cet aspect physiognomonique, il est particulièrement repris par Jean-Étienne Esquirol, donc l'élève de Pinel. Et dans sa thèse, les passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale, en 1805, il travaille avec François Gabriel pour faire ces dessins, ces croquis de personnes avec un trouble mental. Alors, il n'y a pas complètement l'aspect physiognomonique dans son travail, mais il y a quand même à essayer de toucher à une expressivité de ce qui est touché dans les troubles mentaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est la figure de droite. Vous voyez, j'ai grandi plus grande. Hugo, frère du poète, idiot. Hugo, frère du poète Victor Hugo. Hein. Donc, en fait, c'était son frère, et il le met comme ça dans sa thèse. On touche là au lien de l'histoire qui est improbable, qui fait le maillage des choses, quoi. Il va particulièrement développer cet aspect illustré dans son manuel de maladies mentales de 1838, donc quelques années après sa thèse, où il y a toute la série d'illustrations d'Ambroise Tardieu, qui sont assez stupéfiantes. Je vous les ai toutes mises parce que je suis allé toutes les chercher, et vous voyez, ces illustrations assez improbables de la folie qui nous donnent à voir à travers l'ensemble de ces illustrations de 1838. Et les 3 dernières illustrations, elles sont intéressantes parce qu'elles sont vraiment différentes. Alors, il y a celle en haut à droite que je ne comprends pas trop. Et il y a surtout les graphiques naissants. La statistique arrive dans l'enjeu de la psychiatrie. Et puis le schéma de l'asile, qui est également un élément essentiel. On n'aura pas le temps de revenir sur, ça sera peut-être plutôt samedi, sur l'enjeu
de la statistique dans la sémiologie psychiatrique, mais on la voit poindre là en 1838 avec ses graphiques statistiques. Et on n'aura pas le temps non plus de débattre sur l'aspect asilaire et de l'institution asilaire de la psychiatrie, mais vous voyez, dans ces illustrations, on voit les traces de l'histoire. Mais comme je vous disais pour Géricault et l'apparition de la photographie, arrive dans le champ psychiatrique, les technologies, elles sont toujours imprégnées dans tous les champs, enfin ça passe de champ à champ, et la photographie arrive également en psychiatrie. Donc on passe de l'illustration à la photographie. Et la photographie commence à être utilisée en Angleterre par Diamond en 1853. Et on voit les premières photographies là, de patientes, en l'occurrence souffrant de troubles mentaux. Et ces photographies sont utilisées après un passage au trait, parce qu'on les reproduisait en gravure, pour illustrer la sémiologie, les manifestations des troubles mentaux. Et ces photographies sont étiquetées mélancolie, passant vers la manie, etc. Donc en fait, on a un vrai travail de recherche illustratif sur les troubles mentaux à travers la photographie et ce qui était appelé le passage au trait, c'est-à-dire le fait de pouvoir ensuite diffuser, imprimer ces photographies, parce qu'en fait on pouvait faire des photographies mais on ne pouvait pas les imprimer si on ne les passait pas au trait. Donc en fait l'invention de la photographie a précédé le fait de pouvoir la diffuser de manière imprimée, de manière aisée. Cette photographie en France, avant d'être utilisée en psychiatrie, va être utilisée par Duchesne, là aussi un physiologiste, un électrophysiologiste qui travaillait avec le champ de la psychiatrie et des émotions. Et vous voyez, on retrouve la notion de physiognomonie, de physionomie, puisque dans son traité de 1862, il est écrit « Mécanisme de la physionomie humaine, analyse électrophysiologique de l'expression des passions ». Donc on voit là le lien entre la photographie, depuis les travaux de la physiognomonie, et l'impact de l'électricité. Il y a des photographies assez stupéfiantes, vous voyez, de figures. On peut toutes les trouver sur Gallica, et je ne vous les ai pas toutes mises là, mais ce qui est étonnant, on voit l'art pointe, puisqu'il y a des photographies de statues romaines ou grecques dans son traité. Quelque chose qui touche à l'expressivité et qu'il faut aller voir à travers ces photographies. Et là, l'application de l'électricité sur les corps et même sur les enfants, puisque c'est un enfant en haut à droite. Donc un intérêt pour la photographie, pour ce qu'elle peut dire de la sémiologie, et en fait un engouement en France pour la photographie. Il y a une revue photographique qui naît en 1869, et où je suis allé chercher le premier numéro, et le premier numéro de la revue de photographie, la première photographie est cet éléphantiasis de la Verge. Alors voilà, on ne va pas faire d'interprétation psychanalytique de ça, mais il n'empêche que la première photographie que le corps médical met en avant dans la première revue de photographie en 1869, c'est cette photographie d'éléphantiasis de la Verge. Mais la psychiatrie, et ça c'est important de voir, la psychiatrie n'a jamais été en retard par rapport aux enjeux scientifiques et exploratoires du champ de la médecine. Elle s'approprie donc très vite le champ de la photographie aussi, et c'est Charcot qui va le déployer à la Salpêtrière dès 1875 avec Paul Régnard. Charcot qui, je vous ai mis les références à la fin, mais sur l'invention de l'hystérie de Didier Huberman, c'est extrêmement bien décrit cette ambivalence qu'il a entre l'acte esthétique et l'acte anatomopathologique dans l'usage de la photographie. Et c'est ces éléments-là que je vais vous proposer de regarder. Donc, il y a la première iconographie de la photographie à la Salpêtrière en 1875. Et Paul Régnard, le photographe, et Bourneville, le psychiatre, fait cette série de photographies, vous voyez, qui, c'est toutes les photos de ce premier recueil photographique, fait assez artisanalement. Et on voit des photos qui nous marquent, qui nous touchent. Et la dernière photographie, c'est un cerveau. Donc on voit apparaître là à nouveau le lien qu'il y a entre la sémiologie, le cerveau, et qu'est-ce qu'il voulait exprimer là-dedans. Et ces photographies sont imbées d'une aura systématique. Vous voyez, le trop venu du lointain, le trop venu du lointain s'exprime vraiment de manière caractéristique dans ces photos. Et
ce qu'on peut voir, c'est que l'iconographie photographique de la Salpêtrière va avoir deux autres numéros, en 77-78, puis va apparaître la nouvelle iconographie de la Salpêtrière avec un changement de photographe. Ça va être Albert Londres qui va arriver, et on peut voir une évolution du style photographique avec, en fait, ce qui va se mettre en place, c'est l'opérationnalisation encadrée du processus photographique. Et Albert Londres va être particulièrement actif là-dedans, puisqu'il va avoir une salle photographique pour lui, un cadrage particulier, et il va essayer de favoriser l'objectivation des troubles mentaux, des manifestations, à travers un système expérimental encadré. Tout étant égal par ailleurs, je peux photographier les choses comme ça. Et il pensait que la plaque photographique est la vraie rétine du savant. Et il y avait toute cette idée qu'à travers la photographie, à travers le signe, on tient immédiatement l'altération du dysfonctionnement cérébral. Et en fait, Charcot nous disait, ce que j'appelle la psychologie, c'est la physiologie rationnelle de l'écorce cérébrale. Ce que j'appelle psychologie, c'est la physiologie rationnelle de l'écorce cérébrale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il y avait l'idée, inspirée par la phrénologie, qu'à travers le signe photographique, on touchait directement à l'anatomopathologie du cerveau. Il n'y avait pas d'intermédiaire psychologique. Du coup, il y a cette idée de rationaliser l'œil aveugle, vous voyez, qui en fait est délaissé de toute subjectivité, va nous donner à voir l'étoile nouvelle sans qu'elle soit dans la tête de Milou, quoi. Je fais des ponts, mais c'est pour favoriser l'imagination. Avec Milou. Alors, il opérationnalise comme ça le processus photographique. Il utilise quand même la chronophotographie pour photographier ces magnifiques crises non épileptiques psychogènes, ça s'appelle comme ça maintenant, les CNEP, ou crises hystériques, attaque hystérique chez l'homme, voilà, le sous-titre, et voilà, mais on n'utilise plus cette terminologie. Mais pour autant, le dispositif d'Albert Londres a tendance à faire disparaître l'aura. Et on peut revenir à Walter Benjamin sur le processus l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la disparition de l'aura dans la photographie psychiatrique en 15 ans. Tous ces caractères se résument dans la notion d'aura, et on pourrait dire à l'époque de la reproductivité technique, ce qui dépérit dans l'œuvre d'art, c'est son aura. Ce processus, avalant de symptômes, sa signification dépasse le domaine de l'art. Et c'est exactement ce qui se passe dans la photographie de Paul Régnard. On s'extrait de l'art pour en faire un dispositif de reproductibilité scientifique objectivant. Et du coup, vous voyez, on passe de photographie où l'aura est manifeste, quoi. Enfin, elles sont magnifiques ces photos, c'est-à-dire qu'il y a un caractère esthétique de cette photographie, à des photographies de plus en plus normées, voire à des photographies qui vont être problématiques. On va voir cela après. Alors, quand on regarde la photographie, c'était la couverture des éditions Alia est assez chouette. C'est le photographe dans Blow Up, d'aller voir le détail. Et je pense dans Blow Up, on peut peut-être, je fais pas d'analyse esthétique filmographique, mais c'est ce passage de l'esthétique à aller chercher la preuve, quoi, du détail qui va. Voilà. Mais il y a cette tension-là dans la photographie. Et en fait, il y a cette tension-là dans la psychiatrie. Il y a des psychiatres qui vont aller vraiment vers l'aura. C'est Baraduc, 1897. Et cette photographie du milieu, c'était la couverture de l'exposition sur la trace du sacré il y a 10 ans à l'Institut Georges Pompidou. Alors c'est rigolo parce que ça m'avait marqué cette exposition. Et en fait, là, en préparant cette conférence, je me suis rendu compte que la trace du sacré de l'exposition de Pompidou était en fait une des photographies de Baraduc. Donc c'est un psychiatre qui pensait qu'à travers la photographie, on pouvait toucher à cette aura électrique qui nous enveloppe. Et vous voyez, il mettait directement la main sur des plaques photographiques, on voyait apparaître ces rayons lumineux. Et il éditait des livres, et il y a ces photographies qui sont magnifiques, mais qui sont de l'aura pure, donc le trop venu du lointain. À un moment, on perd même l'ancrage au sol. Donc à gauche, force vitale attirée par la vibration animique de deux enfants recouverts par le voile fluidique. C'est magnifique dans la langue. Poids lumineux, point
hypnogène extérioré du corps de L, sans électricité, avec appareil photographique. Corps odique en points blancs et noirs. Corps odique en points noirs et blancs. Donc ça, c'est le psychiatre Baraduc. Et si on prend l'extrême inverse, bon, alors il fait un peu peur Baraduc, mais en fait il est sympa, quoi. Ouais. Parce que, bon, toucher à l'aura du voile fluidique, voilà, parce qu'il y a un autre acteur qui n'est pas psychiatre, mais qui va par contre opérationnaliser jusqu'au bout le principe d'une photographie reproductible et cadrée, c'est Bertillon. Alors, Bertillon, qui était antisémite, donc, mais ça c'est un argument ad hominem qui le détruit dès le début, mais il n'empêche qu'il était assez gardé, et a mis en place le processus photographique cadré pour essayer de, par le bertillonnage, cadrer pour la police l'identité. Donc Bertillon mettait en place ce processus photographique alors que Galton en Angleterre pensait que c'était plus l'empreinte digitale qui était le meilleur élément pour identifier l'identité d'une personne, du criminel bien sûr. On retrouve là le lavater, la physiognomonie qui devrait identifier objectivement des critères du crime, quoi. Et on voit qu'il s'amusait pas mal. Alors Bourneville, qui était à la Salpêtrière, utilise le principe de Bertillon. Et là, les photos n'ont plus du tout d'aura. Parce que quand on voit les photographies de Bourneville sur les enfants, on voit ça. C'est-à-dire les enfants comme si c'était des criminels en puissance, quoi. Et il s'amusait, Bertillon, puisqu'il était en opposition avec Galton, mais ce qui est rigolo, c'est que Bertillon s'est amusé, quand Galton est venu visiter ses services photographiques à Paris, de le photographier sous le mode de son appareil photographique de Bertillon. Bon, Galton, il était cousin de Darwin, et il était aussi dans une perspective assez eugénique. C'est comme si l'esthétique pouvait révéler des dimensions politiques, peut-être, de leur approche. Et Paul Régnard, lui, qui avait fait les premières photographies avec aura, a arrêté de photographier les patients avec des troubles mentaux, mais a allé vers une photographie de pratique de sorcellerie, de magnétisme et de morphonisme dans la culture française. Donc c'est une des premières analyses sociologiques et photographiques, après passer au trait, comme ça, pour explorer cette dimension conversive, mais imprégnée dans la culture. Donc on voit de ce panorama à grands traits que je vous propose que la photographie et que l'imaginaire, il est tendu entre des pôles qui sont celui de l'aura, de l'expressivité, du symptôme à gauche, du clinicien artiste que Charcot avait dans son ambivalence, du clinicien observateur qu'il avait aussi dans l'idée d'objectiver le trouble, et puis des tensions avec l'expérimentation, avec Duchesne, et puis du contrôle avec le clinicien policier à la Bertillon. Et on est là dans des articulations qui sont tendues, mais comme on voit à travers le dispositif photographique, les tensions qui sont au sein de la psychiatrie et de sa façon d'aller recueillir les manifestations de ces troubles. Et ça, en fait, cet usage de la photographie, il était massif. L'objectivation, le clinicien devait être un observateur, l'œil devait être celui d'un observateur neutre, et c'était ça, un bon clinicien, c'était un bon observateur, c'est-à-dire dans sa neutralité. Et la photographie, donc, allait dans ce sens. L'idée du langage, de quelque chose de plus psychologique, arrive quelques années plus tard, mais ce n'était pas à cette époque aussi central que ce qu'on a, ce dans quoi on baigne actuellement. Et donc l'enjeu, c'était celui de l'objectivité et de la manière dont on peut concevoir l'objectivité à partir du XXe siècle. Alors il y a ce livre qui est super intéressant en philosophie des sciences, qui est de Dalton et d'Aston et Galison, et qui nous propose 3 types de vérité et d'objectivité, et qu'on peut confronter à ce que je vous ai montré dans la photographie. D'une part, la vérité d'après nature, qui est celle de la peinture de Géricault, de pouvoir aborder la science et l'art en lien avec l'idée d'un jugement de beauté par rapport à ce qu'on révèle du monde, quoi. Cette girafe magnifique représente la girafe.
dans son esthétique de girafe, quoi. Et du coup, on peut aller explorer à travers cette vérité de l'après nature le fait que le peintre va avoir une qualité esthétique à retranscrire ce qui est de l'ordre de l'expressivité de la girafe, comme ce qu'il pourrait y avoir chez Géricault dans l'expressivité de la monomanie. Et puis apparaît la photographie et l'idée qu'on pourrait se débarrasser de toute intervention humaine, que l'imagination du peintre doit être limitée par l'enregistrement mécanique. On doit représenter comme si l'observateur n'était pas là. Et c'est dans ce régime d'objectivité que va s'inscrire progressivement la psychiatrie et la photographie psychiatrique. Et en fait, il y a quelque chose qui va arriver et qui est vraiment intéressant et que Daston et Gallison reprennent, c'est qu'il va arriver chez un Anglais qui s'intéressait à l'effet, à comment une goutte d'eau tombe et fait splash. Comment elle s'éclate quand elle tombe par terre. Donc il étudiait l'effet splash. Voilà. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait ses études au moment où apparaît le dispositif photographique. Et donc il fait ses premières études pour photographier la bille d'eau, la goutte d'eau qui fait splash, comme pour le cheval qui galope, il n'y avait pas la photographie au moment où il commence ses études, et donc il crée un dispositif assez complexe pour décomposer le mouvement avec des flashs, et il dessine l'impression rétinienne que laissent les flashs au moment où la goutte tombe. Donc en mettant des flashs à différents moments, il peut avoir des impressions rétiniennes différentes. Vous voyez, quand on regarde trop fortement le soleil directement, ça crée... Regardez pas le soleil directement, mais si on regarde une lumière plus ou moins forte, on voit un effet résiduel dans la rétine. Et donc, il dessinait ces magnifiques effets splash des gouttes d'eau. Et il avait ce dispositif, pas photographique, ce dispositif de flash rétinien. Mais apparaît la photographie, il se dit, l'objectivité est plus grande, la vision aveugle doit remplacer mon impression rétinienne, et donc il va photographier ces gouttes d'eau, et il fait des magnifiques photographies, mais il est soumis à un questionnement qui est celui-ci. C'est-à-dire, à gauche, ce qu'il pensait voir, et à droite, ce qu'il a photographié. Vous voyez la différence? D'un côté, il y a une symétrie, une beauté de la nature révélée par sa symétrie parfaite, et à droite, c'est un peu chaotique, et finalement, ça ressemble pas à grand-chose. Enfin, ça ressemble à un splash, quoi. Et donc, tout l'enjeu, c'était qu'il s'est questionné sur l'aspect de où est l'objectivité. Est-ce que c'est mon appareil photographique qui se trompe, et ma rétine qui avait raison, ou alors est-ce que c'est l'inverse? Où se place l'étoile nouvelle que je dois voir dans ces effets de splash? Et en fait, je pense qu'on a la même chose avec la photographie. Où se place l'objectivité par rapport à la photographie et à la place du clinicien dans le regard qu'il porte par rapport aux manifestations cliniques. Et je me suis dit que ça rentrait en écho avec, petite pub pour le monstre, puisqu'on est dedans, à l'exposition qui est sur l'explorer l'invisible. Et j'ai lu l'argumentaire, et je trouve que l'argumentaire fait écho à cette notion à travers l'image de l'aspect esthétique et objectivant de la science. Et c'est de dire que oui, en fait, on ne fait pas de plus mauvaise science en faisant de l'esthétique dedans, et c'est pas de chercher à esthétiser la science, c'est que c'est dans son sein qu'il y a cette chose-là, et explorer l'invisible, je trouve, tient compte et en écho avec ces éléments-là. Et donc, si on se rapporte à cette photographie, vous voyez, entre l'aura et le cerveau au final, on voit qu'il y a quelque chose de surprenant pour notre approche actuelle sur les manifestations et la place du cerveau dans la langue. On se demande où est la langue là-dedans. Vous voyez, par rapport à la langue avec le cerveau qu'on m'avait mis comme illustration pour communiquer sur cette présentation, on aurait envie de mettre la langue du patient au milieu avec la langue du cerveau, mais ce n'est pas la même langue. Mais en fait, c'est que Steve Demazeux, dans son analyse de l'éclipse du symptôme, nous dit que la psychiatrie du XIXe siècle est essentiellement une psychiatrie sans psychologie. Ça, c'est étonnant. Au XIXe siècle, c'est une psychiatrie sans psychologie, et on chercherait en vain dans les textes de cette époque la préfiguration d'une querelle des méthodes entre les sciences de l'esprit et les sciences de la nature.
on chercherait en vain dans les textes de cette époque la préfiguration d'une querelle des méthodes entre les sciences de l'esprit et les sciences de la nature. Donc en fait, la photographie objective la maladie. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et Steve de Mazo nous dit, entre la langue et le cerveau, ben, le recours à la photographie apparaît peut-être comme un procédé qui détruit plus qu'il ne célèbre la suprématie mythique du regard clinique. Et donc vous voyez que là, l'appareil photographique pourrait altérer la capacité de dire la manifestation. Et c'est d'ailleurs la psychiatrie va aller vers là et va proposer à la place de la photographie quelque chose qui tisse les liens, c'est-à-dire un cadre théorique, psychophysiologique, neuroscientifique, neurocognitif, ce que vous voulez. J'ai un peu listé la proposition d'une couche intermédiaire conceptuelle pour essayer de faire les ponts, et qui est tendue entre, à gauche, l'appareil sémiologique, avec ses enjeux pratiques dans un dispositif social, et c'est là où la langue revient. L'enjeu sémiologique qui n'est plus le signe objectif à travers la photographie, mais celui du symptôme psychiatrique vécu, sémiologisé certes, mais dans un enjeu pratique, dans un dispositif social qui est celui du soin psychiatrique. Et à droite, l'enjeu épistémique, comme instrument épistémologique, du coup, de l'appareil neurophysiologique, le cerveau. Avec au milieu, un système théorique d'intégration qui est celui, le système de classification des troubles mentaux, les neurosciences computationnelles, enfin j'en ai mis plein, mais ce n'est pas l'idée là, de la présentation aujourd'hui de ça, mais c'est un peu le modèle qu'on voit apparaître, mais qui n'était pas là au moment de la photographie, où il y avait comme s'il n'y avait pas cet enjeu d'un corpus théorique psychologique faisant le lien entre ces deux éléments. Et donc, ce que je vous propose de voir pour finir, c'est plutôt ce côté gauche, c'est l'appareil sémiologique au regard de la langue. Comment explorer cet appareil sémiologique? Comment le penser? Parce que si pour les personnes qui seront là samedi, on verra comment a été délimité, défini les troubles mentaux comme à la fois un fait, une valeur, et qu'on s'en est sorti en psychiatrie pour garder le champ des troubles mentaux dans le champ de la médecine, c'est-à-dire d'un normal et d'un pathologique qui soit distinguable. Voilà. Et j'ai pas de jugement là-dessus, mais ça s'est produit comme ça. Mais il y a un enjeu qui est, à côté de définir les maladies, de définir les symptômes. Comment la langue des symptômes s'est détaillée. Et quand on s'intéresse à la langue, c'est important parce que... Alors c'est rigolo parce que je me suis rendu compte que comprendre, c'est apprendre à aimer. Donc ça, c'est David Wall qui travaille avec les scientifiques qui avaient évoqué ça. Mais en fait, c'est Lavater dit la même chose sur sa physiognomonie pour aimer autrui. Donc, bon. Mais il nous dit, les Kawaiskars qui vivent dans un lieu très humide, où il pleut beaucoup, a fait entrer en eux et en leur esprit le monde qui les cernait pour s'y faire une place, pour s'y mêler, s'émerveiller, pour l'aimer. Plus l'environnement s'avère complexe et plus, semble-t-il, les hommes, pour y survivre, développent une narration puissante. Plus de mots, plus de sens, plus de liens. Si le corps change, si les gènes nous transforment, si l'évolution nous accompagne pour nous adapter à l'environnement, avant ça, par le langage, se parachève l'adaptation. Dire le monde avant qu'il nous rejette, créer avec lui une destinée commune, chanter un chant d'amour, c'est peut-être le rôle du langage également dans les environnements hostiles. Et il prend cet exemple pour dire, en fait, on s'adapte d'abord à son environnement par la langue, avant que ce soit nos gènes qui nous se modifient pour être acclimatés aux environnements nouveaux. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce chant d'amour, en fait, cette mélodie qui doit se retrouver dans la pratique psychiatrique, on le retrouve chez un auteur qui est en fait Christian Reil, qui, dans un écrit fameux, Rhapsodie sur l'emploi d'une méthode de cure psychique dans les dérangements de l'esprit, en fait, a explicité l'enjeu des psychothérapies dans le champ de la santé mentale, et il parle de rhapsodie. Oui, de rhapsodie en termes musical. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que cette rhapsodie, elle est en lien avec le fait que la plupart des maladies de l'âme sont dans la réalité des compositions. Des compositions comme des compositions musicales. Et deuxième paragraphe, les maladies mentales sont plus que toute autre maladie enclines à se composer, et la cause s'en trouve dans l'édifice composé du cerveau, dans les températures mobiles de ses facultés et dans l'étroite relation de ses parties entre elles et avec les autres territoires fonctionnels du système nerveux. Vous voyez, le système intégré diffus de Henriet et d'Ajura-Guerra pour différencier la neurologie et la psychiatrie était déjà là au début du XIXe siècle, c'est fabuleux. Et Reil, je ne vous le mets pas par hasard dans un enjeu de langage, Reil, c'est lui qui a inventé le terme psychiatrie
en 1808. C'est-à-dire c'est pour ça que Pinel ne pouvait pas appeler son traité de psychiatrie, mais de maladies, de traité médico-philosophique des maladies mentales, parce qu'en fait, le terme psychiatrie n'existait pas, et donc Ryle le crée dans un de ses articles. Et ce qui est intéressant, c'est que psychiatrie, il décompose en termes de psyché, âme, et de iatrie, traitement médical ou pour guérir, mais c'est donc pas une psychologie, c'est pas un logos du psyché. C'est un artisanat du psyché, d'une certaine façon. Ça, c'est Steve de Mazet aussi qui nous pose cette distinction, c'est que, en fait, contrairement à la cardiologie, le logos du cœur, la neurologie, le logos du neurone, c'est une discipline en iatrie. C'est des disciplines qui touchent au fait qu'on est avec des choses qui nous échappent un peu, mais auxquelles on est quand même confronté. La pédiatrie, la gériatrie, la psychiatrie, la médecine générale, iatrie. Mais ça ne marche pas pour la médecine générale, mais la médecine générale, il faudrait la mettre en quatrième aussi là-dedans. Sont des disciplines comme ça qui sont dans les strates complexes de la place du logos qui n'expliquent pas tout, quoi. Alors c'est rigolo parce que Ryle, dans son écrit, parle, mais je vais passer dessus, mais parle du clavier de chat, la façon dont on pouvait composer. Alors c'est une sorte de mythe ou pas, on ne sait pas si ces claviers a vraiment existé. Il utilisait ce clavier à chat pour traiter les catatonies. Et donc vous voyez, avec des pointes qui étaient actionnables par le piano, on pouvait faire des mélodies, une rhapsodie de chat. Ils n'ont pas l'air très contents, les chats, et il nous décrit le fait que je me rappelle aussi de quelque part l'histoire d'un clavier de chat. Les animaux étaient choisis en fonction de la gamme, etc. Et il dit que ça pourrait être un traitement pour certaines immobilisations fortes de la catatonie où la langue n'est plus possible, alors on passerait par le clavier de chat pour retrouver la langue. Bon, là ça dérape un peu, enfin non, en tout cas c'est poétiquement c'est intéressant, mais voilà. Alors, se pose la question du coup de la langue et de l'utilisation dans la thérapie de cette langue, mais plus spécifiquement dans l'appareil sémiologique que je vous décrivais tout à l'heure, de comment on aborde les maladies mentales, et fondamentalement, quand on aborde les maladies mentales, on les aborde à travers le symptôme. Parce que l'énigme, c'est vraiment ça, c'est quoi un trouble psychiatrique? Et en fait, une fois qu'on a regardé la littérature philosophique, qu'on verra samedi sur oui, le normal et le pathologique dans les troubles mentaux, en fait, il y a quelque chose d'un écueil, en fait, il y a très peu de choses sur le symptôme lui-même en psychiatrie. Comment se construit un symptôme? Et pourtant, en termes de sociologie des sciences, c'est un point de passage obligé à la Calonne. C'est-à-dire que c'est le point obligé par lequel les acteurs d'un monde social et naturel se mettent progressivement en forme et se stabilisent. La sémiologie psychiatrique a stabilisé notre champ psychiatrique. Quand un neurologue dit « mais on a le même cerveau », on dit « oui, mais on n'a pas la même clinique ». Oui, c'est pas la même sémiologie. Donc, et ça, c'est important, mais c'est rarement à affronter de front. Et donc, le problème qui se pose avec la sémiologie, et cette idée de cette photographie que je vous mettais et de Laura, c'est comment aller dans le parage des troubles. Comment aller dans le parage du réel à travers la langue qu'on peut utiliser. Et dans la philosophie pragmatiste, l'idée est que le langage est quelque chose qui nous invite à agir, et qu'un langage est vrai quand il nous guide dans le réel, en fait. Il y a vérité quand une idée consiste à guider de manière valable vers la chose qu'elle vise. Une idée est vraie quand elle ajuste votre vie à la configuration générale de cette réalité, et donc se pose la question, et je ne vais pas vous donner de solution exacte, mais de questions de réflexion ce soir, et ça peut faire l'ouverture de l'échange, c'est quel registre de langage a-t-on besoin pour penser et agir sur les troubles du mentaux? Quel registre de langage on a besoin? Et un des éléments pour ouvrir la discussion, c'est que je pense que ce régime de langage qu'on aurait besoin, et à travers toutes ces illustrations que je vous ai proposées dans la photographie, c'est un régime de langage qui utilise la métaphore. C'est-à-dire que les symptômes ont un rôle de métaphore quand on les dit, et les métaphores, alors il y a peut-être des métaphorologues plus établis que moi, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des moyens pour surmonter les résistances que le réel oppose à sa saisie, et clairement, les troubles mentaux offrent une résistance à sa saisie médicale, pour représenter la totalité de la réalité dont on ne peut jamais faire l'expérience et que l'on ne peut jamais entièrement appréhender. Et Lakoff et Johnson nous dit des outils les plus importants pour essayer de comprendre partiellement ce qui ne peut être compris totalement. Vous voyez, cet usage de la métaphore dans le symptôme,
il est important et il permet d'à la fois sémiologiser médicalement, mais de garder un lien avec le Lebenswelt, la vie. Prise dans le Lebenswelt, la vie, la métaphore invite à scruter la place et le rôle de celle-ci dans les rapports d'interaction qu'entretiennent les concepts scientifiques et leur base dans le monde de la vie. Et cette métaphore, celui qui travaille le plus sur cet aspect-là, et ça sera la seule référence article là, que j'ai mis dans cette présentation, mais c'est Kiermaier qui, je pense, fait un travail très important à Montréal sur la place de la métaphore dans l'approche des maladies et du rétablissement. Et il vient de publier cet article là, il y a quelques jours, où il nous propose un schéma de la métaphore à partir des travaux du psychologue James. Alors, je ne connaissais pas tout ce vocabulaire, mais l'idée quand même qu'il montre là-dedans, c'est qu'à partir de l'expérience de souffrance d'un sujet, qu'il appelle topique, se crée par la métaphore un véhicule qui est intéressant parce qu'en fait, autour de la métaphore, il y a des constellations d'autres submétaphores, qu'il appelle des parapheurs, mais bon, et qui permettent de revenir à l'expérience et de l'étayer progressivement. Vous voyez, par ces boucles comme ça métaphoriques, on vient toucher progressivement à l'expérience du sujet. Et cette approche métaphorique nous fait dire qu'à partir de cette chose qui souffre en moi, à travers l'expressivité métaphorique va se créer la possibilité d'un langage commun sur ce qui va mal et de l'intégration sociale de cette souffrance dans une prise en charge pratique, quoi, d'un dispositif soignant. Donc ça, c'est le modèle de Kiermaier et qui en fait nous emmène à une façon dont il voit les symptômes, et ce pont entre la langue et le cerveau, il est particulièrement représenté dans un schéma qui s'est réapproprié, Kiermaier, qui est le modèle des symptômes de Berrios. Berrios, c'est un psychiatre et historien de la sémiologie psychiatrique qui a créé ce qu'il appelle le Cambridge Model, parce qu'il est à Cambridge. Et je trouve que c'est un modèle qui est à la fois poétique et à la fois riche pour envisager des voies de recherche psychophysiologiques modernes. Il nous dit à partir de quelque chose qui se passe dans le cerveau et qu'il appelle la soupe primordiale. Quelque chose qui cloche de manière plus ou moins vague dans le vivant charnel, quoi. Dans mon cerveau, quelque chose cloche. Eh bien, à partir d'un processus de construction qui est contraint par énormément de facteurs personnels, sociaux et plus globalement, tout paramètre extérieur qui pourrait contraindre la façon dont va s'exprimer à partir de ces sous primordiales le symptôme. Et ça, c'est culturellement déterminé. Kiermaier, c'est toujours pour le DSM-5 celui qui a coordonné la section transculturelle des systèmes de classification des troubles mentaux. Donc en fait, il a construit autour de cette approche-là, si les gens décrivent leurs manifestations cliniques différemment en fonction de la culture, ça veut dire qu'on n'accède pas à l'anatomopathologie à travers le regard aveugle de l'appareil photographique. On atteint le cerveau à travers toute une construction très élaborée, mais rarement modélisée en termes scientifiques, à travers donc une construction rarement modélisée de cette expérience primordiale. Alors à Marseille, mon directeur de thèse me disait que le cerveau c'est comme une soupe au pistou. Alors la soupe au pistou c'est une soupe avec des morceaux dedans. Donc c'est une soupe pas trop mixée mais pas trop dure pour que ça puisse laisser suffisamment de fluidité mais qui a quand même une organisation. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'il y a comme équivalent en Belgique de soupe avec des morceaux dedans. Mais, Waterzoé. Donc le cerveau, c'est une sorte de Waterzoé, c'est-à-dire une sorte de truc gluant, mais suffisamment structuré pour organiser des champs expérientiels qui vont pouvoir être construits d'un point de vue socialement partageable. Vous voyez ? Et Kiermaier reprend ce modèle pour l'étayer, mais ce qui est intéressant, c'est dans ce modèle, c'est qu'on nous dit l'approche sémiotique en psychiatrie, sémiologique, mais le mot sémiologie, en fait, ça c'est important dans la langue, il n'existe pas en langue anglaise, parce que en français, sémiologie, c'est l'étude des signes et symptômes. Mais en fait, en langue anglaise, la sémiologie, c'est l'ordre de l'étude du langage sémiologique, quoi, en termes sémiologiques. Donc ils utilisent clinical manifestation, et là, ils utilisent sémiotique, du coup. Mais en fait, en français, c'est la sémiologie. Donc la sémiologie psychiatrique cherche à avoir des rapports, recueillir des symptômes fiables
qui sont basés sur des processus physiologiques. Ça, c'est le point de départ. Quand on est médecin, on veut des symptômes qui soient basés sur des fondements physiologiques. Mais, l'expérience de la maladie est embarquée dans des processus cognitifs et sociaux qui médient et modifient la façon dont est traduite la perturbation physiologique et psychologique en symptômes ou comportements. C'est tout ce système de médiation qui est importante à prendre en compte, et ces systèmes de contraintes réciproques qui est importante à avoir. Alors, sur les 5 minutes qui restent peut-être, donc je vais passer quelques slides, mais quelles sont donc les compétences qu'il faut avoir pour pouvoir accueillir cette séméologie? Je ne vais pas vous proposer une carte des manifestations psychiatriques parce que c'est ce sur quoi on travaille. En fait, je ne sais pas si ça peut aboutir tout ça, mais d'essayer de voir quelles sont les compétences qu'on a. Alors, ce que Kiermaier nous propose comme modèle, c'est que quand on recueille la sémiologie, on ne sait pas un appareil photographique avec une vision aveugle. C'est qu'on est embarqué dans la relation, dans les processus empathiques, de coprésence, de rencontre, et qui vont permettre cette expression de symptômes, et que quand on est médecin, on est contraint dans 2 pôles. Celui de l'expliquer en termes d'objectivation, comme Charcot, quoi, celui de l'expliquer. Alors, dans le quadrive, je m'extrais de l'idée de l'expérimentation et du contrôle policier à la Bertillon, mais celui plutôt de l'objectivation à l'esthétique de l'aura. Celui de l'expliquer en termes d'objectivation scientifique, on veut pouvoir expliquer ce qui arrive en termes scientifiques, mais aussi celui, dans la distinction classique en philosophie entre Erklären et Verstehen, mais de la compréhension esthétique des choses. Et on est tendu entre ces 2 choses quand on s'intéresse à la langue des symptômes en psychiatrie. Et l'enjeu, c'est qu'il y a vraiment un enjeu de fictionnalisation de la science, comme je vous proposais au départ avec William Marx. C'est qu'en fait, il faut être attentif au fait que l'idée par rapport à l'expliquer n'est pas simplement d'aller vers une vulgarisation du savoir scientifique, parce qu'il maintient une posture de confrontation au réel, mais d'aller vers véritablement une fictionnalisation imaginative de ce savoir scientifique pour pouvoir penser les possibilités d'immersion, d'embarquement dans la langue des symptômes. Et ça suppose, et c'est le travail qu'on fait à travers la chaire de médecine narrative à Bordeaux avec Isabelle Galichon, de pouvoir réinvestir l'expérience sensible. Vous voyez, comme neurologue qui est le proche des psychiatres, on peut aller voir Oliver Sacks, qui nous dit, pour ramener le sujet humain affligé, lutté et souffrant au centre du débat, il nous faut approfondir l'anamnèse jusqu'au récit. Approfondir l'anamnèse jusqu'au récit ou au conte. Car c'est seulement là que nous avons à la fois un qui et un quoi, une personne réelle, une personne confrontée à la maladie, à la réalité physique. Ce qui est intéressant, c'est le retournement que Sacks nous montre, c'est comme les étoiles dans la tête de Milou, c'est que la réalité physique devient celle qu'on atteint par le conte, et pas la réalité physique qu'on objective là-bas. Ouais, et ça, c'est assez fort, ce retournement que propose Oliver Sacks. Et ça, un des éléments de la médecine narrative, c'est de le réinvestir à travers l'expérience esthétique, avec Blakey qui nous dit, plus un soignant développe sa sensibilité esthétique, plus il gagne en sensibilité clinique. Et Rita Sharon, qui est la fondatrice de la médecine narrative, et nous dit que renouer la voie de la médecine et la voie du monde de la vie en termes phénoménologiques en dépassant le clivage entre la science et l'art. Et donc une attention au langage pour prendre en compte la puissance de la langue, comme je vous le disais, des actants, et donc être attentif au risque actuellement de la réduction de la langue sémiologique qui produit donc une réduction du réel, c'est ce que nous prévient Cynthia Fleury, au détournement, à la torsion des mots, et d'essayer de penser la parole comme un lieu partagé et vulnérable, une zone à défendre, et à défendre dans l'exacte mesure où on cultive, où on s'y retrouve, un commun dont prendre soin. Cette langue a nous emmené aussi à être attentifs à la conversation. Dans nos institutions, on a de plus en plus de mal à avoir des espaces de conversation, des espaces d'échange où on peut vivre avec. La conversation manifeste une présence à l'autre à travers la parole dans ce qui lui est le plus proche, son expérience quotidienne, avec un langage ordinaire. Et c'est bien à travers ce langage ordinaire qu'on peut toucher aux manifestations. Et pour finir sur Milou, il s'agit donc de pouvoir développer l'imagination, d'exercer l'imagination comme une pratique éthique et qui pourrait être renouvelée en médecine, et de compléter les représentations en médecine, particulièrement celle du corps, par un questionnement sur le corps sensible, le corps phénoménologique, le corps relationnel ou le corps social, ou même le corps esthétique, pour pouvoir aborder
l'ordre des manifestations psychiatriques, à la fois par un regard rigoureux, mais qui ne met pas de côté les aspects imaginatifs qu'elle requiert. Merci pour votre attention. Je remercie beaucoup Jean-Arthur. Est-ce que vous avez immédiatement des questions ou des réflexions? Je vous ai mis quelques références. Alors, je vais poser la première question, puisque en général, ça débloque un peu. Quand on parle... J'ai beaucoup aimé l'idée de fictionnaliser la science, et je vois bien, en fonction de ce que tu dis, comment ça peut fonctionner en médecine et en psychiatrie, avec notamment l'anamnèse, qui est aussi déjà de l'ordre d'une fiction, d'un récit de soi, etc. Je me demandais si ça pouvait valoir dans les autres sciences. En tout cas, particulièrement le débat actuellement, il est sur les aspects écologiques. L'idée, c'est est-ce que je redonne des avenirs possibles en faisant des fresques du climat et en vulgarisant les rapports du GIEC, ou est-ce que je redonne des avenirs possibles en apprenant aux enfants à écouter les chants des oiseaux et à regarder les feuilles des arbres et différencier les feuilles des arbres. Vous savez, il y a cette expérience typique des enfants américains, ils sont incapables de différencier deux feuilles d'arbres différentes, mais ils sont capables de différencier plus de 500 logos à l'âge de 7 ans. Donc en fait, ils ont une culture esthétique de la différenciation du monde qui est centrée sur le monde commercial, quoi. On est un monde où c'est la marchandise qui est importante. Donc en fait, oui, je pense qu'en écologie, et on le voit particulièrement dans l'aspect transdisciplinaire de la littérature écologique qui émane, je suis passé sur les slides écologiques, et donc merci de ta question, parce que j'avais ces slides particulièrement sur ça. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est bien ça en écologie actuellement, de proposer un savoir qui allie véritablement cet aspect poétique et scientifique. Et moi, je pense que c'est les conditions vraiment d'ouverture vers le futur, quoi. Okay. Est-ce que ça vous donne envie de poser une question? Non, ça va aller. Non, pour l'enregistrement, c'est intéressant qu'on puisse entendre la question et pas seulement la réponse. Merci. Donc, vous avez dit que la photographie a été vue comme un moyen de toucher du doigt le cœur ou le noyau de la maladie. Et puis là, je me suis dit que si on continue à le faire aujourd'hui avec une autre imagerie, on va dire l'IRM, est-ce que ça voudrait dire qu'on a là touché du doigt une certaine façon que l'humain a de se projeter dans quelque chose de nouveau et d'en faire une espèce de totem comme ça? Oui, oui. Alors, c'est vrai que... Mais ça, en plus, ça a évolué parce que, effectivement, je vous aurais répondu il y a 10 ans, c'est sûr, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle a eu un point important dans la littérature psychiatrique parce qu'elle a donné des images et on pouvait voir les zones du cerveau qui étaient allumées, etc. Et ça donnait une image du cerveau, mais c'est maintenant grandement remis en cause. Et en fait, quasiment on peut, même maintenant, ça fait un basculement inverse. C'est presque, on peut plus publier des articles avec des images trop simples parce qu'on sait tous les artefacts qu'il y a dedans et tout l'effet de pseudo-objectivation et de pseudo-réassurance du fait qu'on puisse localiser le mal. Parce qu'en fait, c'est ça qui est particulièrement périlleux en psychiatrie et qui fait que c'est toujours instable. C'est qu'en fait, les médecins adorent différencier le normal et pathologique. Ça, en psychiatrie, on peut le faire. Et on a une argumentation scientifique et philosophique pour pouvoir le tenir. Par contre, on a du mal à localiser là où le truc cloche. Et donc ça, c'est compliqué. Et donc l'image donnait l'impression de ça. Et puis maintenant, on s'est vraiment réapproprié ce que Ryle en 1808 disait, c'est que c'est dans la diffusion de toutes les régions cérébrales les unes avec les autres, mais le cerveau étant lui-même dans le corps, du corps lui-même, qu'il faut aborder des modèles des pathologies mentales. Et donc on passe de l'image à quelque chose de plus cinématographique et dynamique. Donc c'est vers ça que les recherches en IRM, notamment dans la connectivité cérébrale, tout ça s'oriente.
Merci. Merci pour votre exposé qui allume des milliards d'étoiles par toute la documentation et la richesse de la diversité de la manière dont vous abordez la question. Je reviens un instant à la question d'Anne et à votre réponse à propos de fiction, fictionnalisée, pas fictionnalisée. Je pense à un cas tout à fait concret, c'est celui de la notion de personnalité psychopathique, la psychopathie. Si on voit ce qui passe dans les médias, les séries, en particulier séries américaines, etc., donc dans de la fictionnalisation, on voit des cas parfois très, très, très bien documentés, mais qui sont tous des cas limites et qui sont pour la plupart des cas limites, et il y a la fréquence d'apparition assez réduite. Est-ce que là, on n'est pas dans un cas où il y a une fictionnalisation, et est-ce que cette fictionnalisation-là n'est pas plus délétère qu'instructive? Est-ce que quand on parle de fictionnaliser, il ne faut pas quand même être assez prudent et dans une recherche d'équilibre? J'ai entendu un thésard de cette faculté défendre un travail là-dessus en disant que il lui semblait extrêmement important de faire en sorte de dire au public de ce genre de choses, attention, la réalité n'est pas si exubérante que ça en termes symptomatologiques, et peut-être qu'on est dans une torsion de la notion de psychopathie qui passe par une fictionnalisation exacerbée. Voilà, question. Merci beaucoup pour votre question, parce que ça m'a obligé de réfléchir vite pendant que vous parliez. Merci de l'avoir prolongé, votre question, parce que ça m'a permis de réfléchir un peu plus encore. Non, j'ai des éléments en tête, il ne faut pas que je les perde du coup. Alors, mais vous avez raison, c'est un risque important et que j'ai oublié parce que je ne regarde pas trop ces séries. Et donc, mais il y a effectivement une fictionnalisation de type probablement... alors que j'appellerais comme ça, mais là j'improvise un peu, mais de storytelling, où il y a une fictionnalisation donnée à voir qui finalement ouvre peu, mais réduit peut-être le champ de réel à certaines représentations et avec des impacts émotionnels directs qui font que ça renforce les représentations initiales que les gens ont, la stigmatisation implicite qu'il y a par rapport à la psychiatrie. Et quand je parle de fictionnalisation, je parle de fictionnalisation pour une expérience esthétique ouvrante et qui est de l'ordre, alors je vais aller un peu fort, mais de la révélation, quoi. C'est-à-dire que c'est pas de l'ordre de fictionnaliser pour renforcer mes stéréotypes que j'ai, et en fait pour un apaisement passager parce que ce monde semble se renforcer, etc. Mais c'est l'idée d'une fictionnalisation qui ouvre à une expérience esthétique et de l'ordre de la révélation de ce qui se passe. Par exemple, pour la schizophrénie, c'est sûr que c'est pas aussi exubérant que Vol au-dessus d'un nid de coucou, quoi que l'institution peut-être, mais pour l'expérience mentale, ou que Shining. Enfin, j'ai jamais eu de patient qui ressemble à Shining. Par contre, quand on touche à la fictionnalisation, comme ce que Bruce Begou fait en phénoménologie sur l'expérience des motels, par exemple, c'est tout. Tu vois, il a écrit un truc sur Bruce Begou, c'est un philosophe, phénoménologue, qui écrit des textes qui ne sont pas philosophiques, qui sont d'ordre littéraire. Mais par exemple, il décrit l'expérience dans les motels. Cette expérience un peu étrange, de bord de route, d'hôtel un peu miteux, qu'on voit à la Lynch. Ouais. Et bien là, on touche à quelque chose qui n'est pas si grandiloquent que ça, mais à une disruption du réel, comme ça, qui s'infiltre partout, qui est extrêmement... qui est extrêmement déstabilisante, et qui peut peut-être faire sentir ce qu'est l'expérience schizophrénique. Mais c'est pas... ça va pas être Shining, ça va être cette expérience du motel miteux de quelques scènes de David Lynch, quoi.
Alors je sais que Bruce Begoun déteste quand on lui dit que son travail fait quoi à David Lynch. Il dit c'est la tarte à la crème, vous me confondez toujours à David Lynch parce que voilà. Mais il y a quand même ce genre de choses esthétiques, de ce genre de fiction. Alors le récit dans Mulholland Drive, je sais pas, il doit y avoir des spécialistes de la construction narrative, tout ça. Il est quand même démêlé, mais il y a une expérience du monde qui là se touche dans l'esthétique et qui fait tu sors pas forcément, tu sors modifié quoi, avec quelque chose d'une autre ouverture. Là. Mais il faut faire attention où c'est qu'on place le jugement esthétique sur ça c'est légitime, ça c'est pas légitime. Ça je me positionne pas là-dessus, mais bon. Merci. Moi, je voulais revenir, c'est peut-être plus une suggestion, un commentaire qu'une question sur la place du langage. Et tu as bien dit qu'on pouvait l'imaginer du côté plus aura, donc avec l'aspect métaphorique ou le récit fictionnel. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on peut envisager le langage un peu comme la photographie, c'est-à-dire l'utiliser le mieux possible, la façon la plus neutre possible, avec l'illusion en fait que c'est neutre. Et de la même façon que quand on utilise la photographie, en fait, il y a toujours quelqu'un qui cadre, il y a le moins d'aura possible peut-être, il y a cette ambition d'objectivité, mais en fait qui reste quand même un humain qui utilise une technique pour donner un regard, pour prendre un regard sur le monde. Et j'ai l'impression que le langage peut aussi être utilisé de la même façon, avec cette illusion-là de l'objectivité, de se rapprocher de quelque chose de plus mathématique, codable, etc. Ou alors dans sa fonction, peut-être qui serait la plus opposée, qui serait poétique. Et qu'un petit peu on devrait essayer de trouver peut-être dans la fiction narrative le mode d'expression langagière qui pourrait être le plus utile dans le cas de la sémiologie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais merci aussi pour cette réponse, parce qu'effectivement ma présentation peut-être avait tendance à trop dichotomiser, dualiser les choses. Je travaille comme enseignant de psychiatrie pour rendre le langage sémiologique le plus rigoureux possible. On avait fondé l'association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique dans l'exigence de la terminologie sémiologique. Et donc c'est un élément important. Et donc pour préciser ma vision, et merci de cette question, ça me permet de le travailler aussi, l'idée n'est pas d'utiliser un langage flou et horéique à la fin, mais par contre d'être attentif à... Il y a dans un textbook anglais sur l'entretien psychiatrique, il disait la façon dont tu recueilles l'entretien psychiatrique n'est pas la façon dont tu vas l'écrire. Et en fait, ça c'est important à rappeler aux étudiants en médecine, la façon dont tu fais ton observation n'est pas le déroulé de la façon dont tu mènes ton observation. Et donc en fait, la façon dont tu vas recueillir la sémiologie va passer par plein de détours d'un au-delà qui nous échappe et on retourne, puis après tu vas revenir à ton écriture rigoureuse avec un savoir étayé. Mais si tu fais pas, ce qui est compliqué à comprendre pour les étudiants, c'est que si tu fais pas le détour par l'aura, tu écris une observation qui est fausse. Clairement, quand tu demandes les premières observations des externes dans le service, ils viennent et ils essayent de suivre la feuille d'entretien, et donc ils disent est-ce que vous avez des hallucinations? Oui, non. Est-ce que vous avez... Et à la fin ils disent le patient il présente une schizophrénie avec un trouble anxieux généralisé, un trouble oppositionnel provocateur et il a aussi des obsessions. Tu fais ça fait beaucoup quand même, mais moi je pensais qu'il était juste un peu déprimé. Ouais, et en fait et tu vois qu'en fait ils ont fait un recueil extrêmement objectif des termes, mais en fait leur modalité de recueil avait été détourné. Moi, le dernier patient que j'ai vu qui souffrait de schizophrénie, et il s'endort dans la salle d'attente et je lui dis vous êtes endormi? Il fait oui, mais bien sûr, vous voyez le climat dehors? Je fais attends, le climat dehors. Donc il mettait en lien son endormissement avec le climat dehors, et puis après, mais j'ai pas pris ça comme juste une attribution, tu vois, une rationalisation morbide. J'aurais pu étayer ça, bon, rationalisation morbide. Mais en fait, après, j'ai déroulé à partir de ça, ce qui m'a permis de voir d'autres enjeux sémiologiques. Et donc oui, c'est au moment du recueil en fait que se passe cette attention au fictionnel. Et après, au niveau de l'observation médicale, c'est là où les contraintes pratiques du champ médical dans lequel on se situe s'appliquent. Et là, ils demandent une rigueur particulière. Ouais. Après, ce qu'ils font en médecine narrative, pour garder cet aspect narratif, ils font le dossier parallèle. C'est-à-dire que les personnes peuvent écrire en parallèle du dossier médical le dossier narratif de leur expérience. Et donc, vous avez deux dossiers comme ça qui se déroulent, celui plus esthétique et celui plus rigoureux d'une langue qui est nécessaire. Et vous l'avez vu, moi, je ne suis pas là pour
déconstruire en termes Foucauldiens le savoir psychiatrique pour dire que c'est juste une imposition d'un biopouvoir sur les corps. Je pense que il a une utilité, mais il faut être attentif à la façon dont la sauce et le maillage relationnel se fait dans nos institutions symboliques, quoi. Et ça aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais nos institutions hospitalières sont des institutions symboliques, mais qui disparaissent en tant qu'institutions symboliques de plus en plus pour les limiter à des établissements de gestion, quoi, d'opérateurs de santé, qu'on serait. Pardon. Est-ce que le plus simple, ce ne serait pas de filmer l'entretien ? Oui, alors est-ce que le plus simple, ça serait de filmer l'entretien ? Oui, le film est un élément très utile pour pouvoir transmettre, je pense, au niveau sémiologique les choses. Avec l'AESP, l'Association pour l'enseignement de sémiologie psychiatrique, là, c'est les vidéos qui sont le plus vues, c'est des vidéos qu'on avait annotées d'entretiens psychiatriques. Et donc les étudiants voient la sémiologie à travers ça, et oui, c'est un élément important. Le film passe dans la dynamique temporelle, et donc c'est important. Mais filmer n'est pas si aisé que ça. C'est-à-dire qu'on est allé prendre des films, et je cherche depuis tout à l'heure le nom, mais je vous donnerai la référence tout à l'heure, de films des années 60 où on voyait que ces films scientifiques, ils avaient le temps de toucher à l'esthétique des choses. Quand vous voyez certains films plus... il y a moyen de faire un regard vide aussi dans le film, quoi, si c'est mal fait, entre guillemets. Voilà. Donc, nous, les films les plus vus sont ceux qu'on s'est réappropriés des années 60, et j'oublie et c'est Duvivier. Duvivier qui faisait beaucoup de films scientifiques, mais qui était très poétique aussi. Et en fait, on touche au sémiologique là, parce que filmer quelqu'un qui va mal, ça demande une compétence de réalisateur. C'est pas en posant la caméra en disant « fais l'entretien », quoi. Si personne ne demande plus la parole... Ah, si, avec plaisir. Et il y a Raymond Depardon aussi, en filmage de Urgence de Raymond Depardon, qui est magnifique. Et tu vois, pour toucher un service d'urgence comme ça, il faut être Raymond Depardon, quoi. C'est pas un prof de médecine qui dit « je sais filmer », quoi. Merci pour votre exposé qui était à la fois pédagogique, très clair, amusant, vraiment très, très intéressant à suivre. Ma question va être plus une interrogation sur votre positionnement sur l'évolution de la psychiatrie maintenant. On est passé de la démonologie à l'aliénisme, à la psychiatrie. Et puis finalement, maintenant, on a des débats qui nous disent qu'on psychiatrise la vie quotidienne avec des choses qui sortent de la psychiatrie, d'autres qui y entrent. Quelle est la place de la sémiologie dans finalement ce qui définit la souffrance de l'humain et ce qui doit faire l'objet d'un traitement, puisque vous disiez psychiatrie, eh bien effectivement, on n'est pas sur le discours sur quelque chose qui se passe, mais bien sur le traitement médicamenteux. Quel est le futur finalement de cette discipline-là par rapport à ce qui fait l'objet de souffrance maintenant, en 2023, versus ce qui faisait l'objet de souffrance en 1960, en 1800. Comment vous voyez le futur de la psychiatrie ? Alors là, votre question n'a pas été suffisamment longue pour que je puisse réfléchir suffisamment par rapport à une question d'une telle ampleur. Mais par contre, ça me fait penser au fait que, oui, l'enjeu de la sémiologie est un enjeu de délimitation du champ médical au sein de la psychiatrie, mais la psychiatrie a tendance à se défendre de la surmédicalisation des enjeux de souffrance mentale, et ce qu'on verra samedi, c'est que dans le champ de toutes les conditions qui font souffrir, il n'y a qu'une petite part de tout le champ de la souffrance humaine qui est de l'ordre de la souffrance qu'on étiquette comme psychiatrique en lien avec un trouble mental. Et ce que ça soulève comme enjeu, c'est quel type de langage on a besoin en psychiatrie, mais quel type de langage on a aussi besoin dans le champ de la promotion de la santé mentale. Et ça, les psychiatres ne se positionnent pas tant que ça sur la promotion de la santé et la prévention primaire. Comment faire pour qu'on vive dans une société où on va bien, qui sont propices à une santé mentale épanouie, etc. Et quel vocabulaire on a besoin, et quel vocabulaire politique on a besoin pour penser la santé mentale qui ne soit pas centrée sur l'autodétermination individuelle de ma réussite personnelle, parce qu'on est quand même soumis à ce vocabulaire d'une injonction, et ça suppose de repenser la promotion de la santé en termes politiques, institutionnels, reliés avec des espaces de délibération de la santé politique, et où la parole est réappropriée par tous les acteurs, quoi. Et ça, l'enjeu de la santé mentale, c'est ça. Une dernière question, non ? Alors, je vous signale que si vous avez envie de
réécouter, visionner cette conférence, qu'elle sera d'ici quelques semaines accessible sur la chaîne Langage du MUMONS. Et par ailleurs, vous vous souvenez de l'entrée en matière marquante et du parcours de Jean-Arthur, où il courait vite parce qu'il rencontrait toujours sur son passage une tête réduite. Ici, vous rencontrerez sur vos passages un verre et nous pourrons discuter autour de celui-ci. J'espère qu'il ne vous fera pas le même effet et que ça vous donnera envie de rester pour continuer la discussion.